Je suppose qu'en ce qui concerne Maluku, par exemple, que du point de vue des relations de coopération internationale, que nous avons requis l'avis de la République démocratique du Congo, parce que les Congolais tiennent à vivre en paix et ils ne veulent pas. Oui, c'est tellement proche de la République démocratique du Congo. De la République, c'est à la frontière. Et vous savez bien quels sont les problèmes que la République démocratique du Congo a déjà au niveau de l'Est de son pays. Monsieur Clément Mirassa, je vais revenir un peu sur les accords cadres, bien sûr, entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, notamment sur l'article 16. Lorsque j'ai lu cet article, après vous me direz ce que vous en pensez, c'est que c'est un accord à durée illimitée. L'article 16 de l'accord cadre dit, je lis, je vais donc lire pour nos téléspectateurs, le présent accord demeure en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par voie diplomatique à travers un préavis écrit à l'autre partie un an avant, et ce après 10 ans à partir de la date d'entrée en vigueur. Un accord suicidaire. C'est scandaleux. C'est suicidaire et c'est scandaleux. Je dirais même que c'est à la fois inacceptable et intolérable. Et je pense que nous sommes tous des Congolais et que le Congo est notre bien commun. On ne peut pas se permettre ça. Bonjour, Monsieur Clément Mirassa, vous êtes président de la Fédération de l'opposition congolaise. Merci de nous consacrer encore votre temps aujourd'hui pour cette interview qui portera sur l'actualité brûlante du Congo-Brazzaville. Merci bien, Monsieur Christian Perrin. J'ose espérer que vous avez passé de belles fêtes de Pâques et que moi, je suis chrétien. Je dirais que je suis très heureux parce que Jésus est ressuscité. Merci, Monsieur Mirassa. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de vous compter parmi nous et merci d'avoir encore choisi LR TV. Au menu de cet entretien, les accords de coopération entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Nous aborderons également l'interview accordée par le Premier ministre congolais Anatole Kouliné-Mapkosso de passage à Paris pour Washington. Et si le temps nous le permet, nous reviendrons sur l'accord entre l'Italie et le Congo pour l'approvisionnement en gaz depuis le Congo. L'Italie veut se départir de la dépendance russe. Voilà pour l'ossature de ce numéro de Droit de Savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, une fois de plus, bonjour ou bonsoir. Je suis Christian Perrin. Monsieur Clément Mirassa, le Congo-Brazzaville vient de signer une série des accords de coopération avec le Rwanda. Les accords qui portent sur pratiquement tous les domaines de la vie du Congo. Santé, éducation, culture, transport, agriculture, exploration et exploitation minière. Quelle lecture faites-vous de cette coopération multidisciplinaire entre les deux pays? Merci bien, Monsieur Christian Perrin. Je crois que vous avez suivi que les Congolais sont extrêmement préoccupés par ces accords. Nous insisterons surtout sur cette affaire d'abord de Maluku, où semble-t-il que le Congo avait fait des investissements pour près de 250 milliards de francs CFA et que finalement le Congo a été bloqué, ce qui traduit à un certain moment un manque de vision qui n'a pas permis de piloter le projet du début jusqu'à sa fin. Et il semble qu'on a eu besoin d'une assistance, d'un soutien. Et ce soutien, nous l'avons obtenu au niveau du Rwanda, notamment à travers le bras économique et financier du FPR. Vous voyez que le FPR, c'est le parti qui dirige depuis plusieurs années au Rwanda. On connaît l'affaire avec le génocide qui a eu lieu dans ce pays il y a quelques années. Et Crystal Venture, soi-disant, amènerait un peu plus de 100 milliards de francs CFA à notre pays pour poursuivre l'exploitation au niveau de Maluku. Et Maluku est aujourd'hui une concession. Alors, je commencerai par ça, Monsieur Christian Perret.
Parce que je Oui, mais suis pendant que vous en parlez, Monsieur Clément Mirassa, vous avez dit Maluku a été construit à 250 milliards, vous avez bizarre, je dit. pense que d'après ce que Le j'ai Rwanda apporte 100 milliards. le Rwanda Est-ce que ça a été, on a vendu au Rwanda ou bien c'est une coopération, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville et le Rwanda vont exploiter ces zones spéciales? les, les contours sont flous, mais parce que avant de parler des contours, il faut regarder la chose de près. Je dirais tout simplement, avec un certain regard, que ça traduit que le Congo a besoin de beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'éléphants blancs et Maluku aurait pu constituer également une additionnelle. Mais est-ce que la solution, c'est d'aller chercher une coopération du type Crystal Venture, bras économique et financier du FPR, etc. Je dis non. Je dis non, Monsieur Christian Perrin, parce que nous nous battons depuis longtemps pour dire que le Congo a de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Et ce n'est pas que nous qui le disons. Le président Sassou le dit dans son discours d'investiture en 2009. Et il s'est écrié en disant que le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de fonds publics. Et là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Et nous avons un exemple. Donc, nous lançons un appel à ces gouvernants, nous lançons un appel à ce gouvernement pour dire que nous avons besoin d'argent et nous savons où le trouver. Il faut agir pour récupérer cet argent qui a été détourné. Et ce gouvernement se caractérise et s'illustre par un curieux silence sur les scandaleux crimes économiques et financiers. Et les responsables ne sont nullement inquiétés. Et moi, je suis d'autant scandalisé lorsque j'entends que Crystal Venture va apporter 100 milliards. Et je reviens sur quelque chose que je vous ai déjà dit au cours d'une émission. Il y a 6 Congolais qui détiennent dans les paradis fiscaux 5 500 milliards de francs CFA. Et moi, je suis convaincu qu'ils ne peuvent pas justifier comment ils ont fait pour avoir cet argent, si ce n'est pas l'argent qui proviendrait, par exemple, de ces 14 000 milliards de francs CFA pour lesquels on n'a jamais pu réaliser l'audit. Donc, moi, je pense, je suis très déçu. Je condamne cette démarche et je souhaite que le Congo avait les moyens d'agir au plan interne, avait la capacité, je ne vous citerai pas, je vous ai déjà parlé de l'Arabie saoudite qui avait mené une opération anticorruption où ils avaient pu récupérer 100 milliards de dollars, pratiquement 60 000 milliards de francs CFA. L'Angola, à côté de nous, a récupéré en 2019 5 milliards de dollars et ils viennent de récupérer 11 milliards de dollars. Et vous avez un pays comme le Congo qui estime avoir des besoins, qui protège des gens qui se sont enrichis illicitement sur le dos des Congos et des Congolais et qui aggrave la situation en allant chercher des structures comme Crystal Venture pour apporter soi-disant 100 milliards. Je suis très, très, très triste pour cette situation. Je condamne, d'autant que, M. Christian, on va y revenir, tout ça s'est passé fait sans que l'on ne passe par le Parlement, donc ni l'Assemblée, ni le Sénat. C'est extrêmement grave. Et là, je considère, Alors, et moi, que puisque vous en faites déjà état, Monsieur Mirassa, vous avez dit tout à l'heure investissement congolais 250 milliards, le Rwanda apporte 100 milliards, et puis vous avez d'ailleurs rappelé quelque chose de très intéressant d'ailleurs, c'est que si dignitaires de ce pouvoir détiendraient à eux seuls 5 500 milliards de francs CFA qu'ils ne peuvent pas justifier, mais à côté de cela, ici, il y a 14 000 milliards, donc l'équivalent pratiquement de 7 ans de budget congolais qui se sont volatilisés comme ça, et on préfère aller chercher un investisseur qui va apporter 100 milliards. Je crois que, évidemment, il y a là problème. Et vous dites que ces accords ont été passés en violation de la Constitution congolaise. Non, vous avez dit plutôt que le Sénat, disons le Parlement, l'Assemblée
congolaise, le Sénat, n'ont pas été donc associés à ces accords, mais mieux, c'est que, pire, allais-je dire, c'est que ces accords ont été signés en violation de la Constitution congolaise, notamment l'article 219, qui voudrait que, par exemple, la concession des terres congolaises soit d'abord, je crois, passe par un référendum, ce qui n'a pas été fait. Et donc, 12 000 hectares des terres arables du Congo-Brazzaville, l'équivalent donc de 3 fois la ville de Pointe-Noire, j'allais dire, la superficie de la ville de Paris et ses environs, 12 000 hectares des terres arables du Congo ont été cédés au Rwanda. Monsieur Christian Perrin, vous n'avez parlé que de l'article 219. Je vais vous parler de 4 articles, selon moi, qui intéressent la question. Le premier article, c'est l'article 44. L'article 44 de la Constitution dit exactement ceci. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Ça, c'est le premier article. Je vous en cite un autre, l'article 53 de la Constitution, qui dit ceci. Les biens de l'État sont sacrés. Les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables. Tout citoyen doit les respecter et les protéger. La loi fixe les conditions d'aliénation des biens publics dans l'intérêt général. Je n'en ai pas terminé, permettez-moi que je retrouve un autre article, qui est l'article 217. L'article 217 dit ceci, écoutez bien, monsieur Perrin. Le président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire. Ça, c'est l'article 217. Maintenant, de la Constitution congolaise, c'est ça. De la Constitution congolaise du 25 octobre, pour laquelle on avait pensé faire évoluer les institutions. Et je lis le dernier article concernant cette affaire, l'article 219. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Les choses sont claires en ce qui me concerne. Tout ce qui s'est fait est scandaleux. Tout ce qui s'est fait est inacceptable. Et on ne peut pas. Et je crois que vous savez, et je reviens sur quelque chose sur laquelle je reviens assez souvent, c'est la déclaration du président Sassou lorsqu'il était à l'opposition et lorsqu'il a dit « Jamais, jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée ». Et il a ajouté que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Donc voilà un peu le contour que je fais à ce niveau sur la question que vous me posez. Et je crois que vraiment 12 000 hectares. Et il faut, à mon avis, monsieur Christian Perrin, adjoindre quelques questions d'aspect géopolitique et géostratégique. Vous savez, vous connaissez la position du Congo. Je suppose, parce que je ne suis pas dans ces négociations, je suppose qu'en ce qui concerne Maluku, par exemple, que du point de vue des relations de coopération internationale, que nous avons requis l'avis de la République démocratique du Congo
parce que les Congolais tiennent à vivre en paix et ils ne veulent pas. Oui, c'est tellement proche de la République démocratique du Congo. De la République, c'est à la frontière. Et vous savez bien quels sont les problèmes que la République démocratique du Congo a déjà au niveau de l'Est de son pays. Et pour ce qui concerne les autres zones, puisque on parle vaguement peut-être du Poul, du Niari, de l'Alétumou. Oui, mais dans le même sens, évidemment, M. Mirassin, puisque vous évoquez la situation de Baluku, et ces accords interviennent dans un contexte où, entre la RDC et le Rwanda, les relations ne sont pas tout à fait bonnes. Les relations entre la RDC, pour nous qui suivons l'actualité, la relation entre la RDC et le Rwanda ont toujours été problématiques depuis des années. Et nous le savons parfaitement. Nous le savons et nous ne pouvons pas négliger ça. Mais puisque vous parlez de la RDC, avant que je ne termine le raisonnement sur les aspects géostratégiques et géopolitiques, mais vous savez bien que dans le contexte actuel, il y a un grand débat dans lequel l'ONU est impliquée, avec un accord que le Rwanda a signé avec le Royaume-Uni, soit disant que les demandeurs d'asile au niveau du Royaume-Uni seront immédiatement envoyés au Rwanda. Mais sur quel espace? Vous savez bien que le Rwanda a plus de 12 millions d'habitants sur une superficie de 26 000 km². 26 000 km², oui. Le Rwanda a une densité du point de vue humain l'une des plus élevées du monde. 468, plus de 468 habitants au kilomètre carré, à ne pas comparer avec le Congo qui a un espace de 342 000 kilomètres carrés et où la densité n'est que, comparé au Rwanda, que de 13,6 habitants au kilomètre carré. Donc, quand je parle de l'aspect, des aspects géopolitiques, géostratégiques, mais je vois également l'Angola, je vois également le Gabon. Nous sommes des pays de la CEMAC. Nous sommes dans la CAC. Et je crois que nous devons toujours veiller dans ce genre de démarches à les engagements que nous avons. Et nous devons toujours et toujours mettre en avant les aspects de paix. Moi, j'ai le sentiment personnellement que ces aspects n'ont pas été suffisamment pris en ligne de compte. Ce qui me fait penser que cet accord a des dessous. Parce que j'espère que les fameux migrants ou les demandeurs d'asile que le Rwanda va recevoir, ce n'est pas pour les envoyer. N'oublions pas, M. Christian Perret, que nous avons déjà un problème. Le problème que nous avons, qui est passé sur les récits, c'est que les Congolais ont découvert qu'il y a 8 000 réfugiés rwandais qui ne veulent absolument pas rentrer. Et dans les émissions, dans tout ce qui se dit, on nous dit qu'il s'agit des génocidaires Hutus qui avaient fui le pays et qui ont trouvé refuge. Est-ce qu'on veut faire du Congo un théâtre d'affrontement, une poudrière? Les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais ont besoin de paix. Les Congolais ont des richesses qu'ils peuvent sauvegarder et les Congolais ont des richesses qui peuvent faire que les Congolais vivent très bien. C'est en ça que je condamne. Et j'ajouterai, puisqu'on va certainement y revenir, M. Christian Perret, tout ça se passe au moment où le président de la République est en situation d'incompatibilité constitutionnelle. Le Premier ministre n'est pas en conformité avec la loi. Le président de l'Assemblée, tout comme le président du Sénat, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Où allons-nous? Que veut-on? Alors, nous avons déjà, avec la dette, puisque vous pensez que nous allons en parler, avec la dette, avec le fait qu'on n'arrive pas à expliquer où est passé l'argent des générations futures, nous avons pratiquement déjà sacrifié notre jeunesse. Et nous voulons une seconde fois sacrifier tout le pays, en particulier la jeunesse, mais pour quelque chose pour laquelle la souveraineté compte beaucoup, c'est-à-dire la terre. Et nous, c'est inacceptable. Et je crois qu'il faut que ce point de vue soit connu des gouvernants. Et je suis surpris, M. Christian Perret, que ceux qui disent justement, comme M. Collinet Makosso le dit assez souvent, qui parlent à l'Assemblée, etc., je suis surpris qu'il y ait des partis de l'opposition, soi-disant, qui sont représentés au Parlement, qui se caractérisent et qui s'illustrent par un silence curieux devant des problèmes de tellement grande importance que nous ne comprenons pas du tout. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire, comment je voulais réagir à cette situation et à cette question. Alors,
le problème aussi, c'est de se poser quand même la question de savoir pourquoi est-ce que tous ces accords, par exemple, j'ai cité, hein, c'est dans la culture, l'éducation, la santé, l'exploration, l'exploitation minière, etc. Et tous ces accords ont été signés par une seule personne du côté congolais, notamment, c'est le ministre de la Coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, alors que à côté, nous avons d'autres ministres, des tutelles. Pourquoi ces ministres n'ont pas été impliqués dans ces accords? La question que je me pose d'abord, M. Christian Ferrer, pourquoi M. Koliné Makosso, le Premier ministre, a été absent de Brazzaville au moment de la signature de ces accords? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, je ne veux pas aller dans la spéculation, mais je vais vous dire quelque chose que les Congolais prennent en compte au fur et à mesure que l'on avance. Depuis de nombreuses années, on parle dans ce pays d'un plan d'évolution monarchique, d'un plan de succession, et que M. Christel Denis Sassou Nguesso est, semble-t-il, soutenu, serré soutenu, d'après ce que l'on apprend sous forme de rumeurs. Mais je vous dirais, M. Christian Perez, ça nous pose énormément de problèmes. Regardez ce qui est sorti dans la lettre du continent. Et je suis surpris. On ne va pas évoquer ça parce que ce n'est pas l'objet de notre émission. Non, mais on peut donner quand même l'information. On peut toujours donner l'information. Je vais donner l'information qu'avec cette affaire de l'appartement à Miami, il circule à travers la lettre du continent l'information selon laquelle les Américains… Ils ont trouvé un arrangement, je crois, avec la justice. Ils ont trouvé un arrangement et que les Américains auraient pratiquement récupéré 1,9 million de dollars pour ne laisser aux intéressés, notamment monsieur le ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé, 250 000 dollars. 1000 dollars, oui. Est-ce que les autorités congolaises peuvent encore une fois rester silencieuses sur ce genre de situation extrêmement préoccupante? Surtout que lorsqu'on lit tous ces documents, depuis que cette affaire a éclaté, le fond du problème et la réaction des États-Unis est venu de ce qu'il y a de lourds soupçons de ce que les fonds qui ont permis cet achat sont des fonds qui sont issus du trésor congolais. Là aussi, je pense par rapport à ce qu'on vient de vivre en termes d'immunité parlementaire, levée d'un député, nous avons une occasion. Vous savez bien que notre constitution est claire. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Nul ne doit être avantagé ou désavantagé ou favorisé par rapport à sa condition sociale, etc. Et lorsqu'il s'agit d'une affaire de ce genre, il faut bien que les intéressés puissent s'expliquer, puisqu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais il faut que les Congolais aient le même traitement. Et j'ose espérer que pour cette affaire, le gouvernement congolais, notamment le Premier ministre Koliné Makosso, notamment le président de l'Assemblée, je suppose qu'ils vont s'auto-saisir de cette affaire, parce que je parlais de l'affaire du député, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que j'ai lu dans les journaux, c'est que l'inspection générale d'État s'est auto-saisie de cette affaire. C'est la levée de l'immunité du député Ghislain Coulibaly. Et c'est le journal Le Troubadour qui a investigué. Voilà une occasion. Et je pense que ça tombe très bien. Je crois qu'il y a de la matière pour le procureur de la République, Okonga Kala, qui doit aussi s'auto-saisir de cette affaire. Mais beaucoup plus, il faut rappeler peut-être au Premier ministre congolais, Anatole Koliné Makosso, qui posait la question, en fait, qui retorquait à un journaliste qui lui avait posé la question, de dire, mais Denis Christel Sassou Nguesso traînait beaucoup de casseroles avec lui, vous l'avez nommé à ce poste. La réaction de M. Koliné était de dire est-ce qu'il a des dossiers au niveau, y a-t-il des procès contre lui? Et je crois que cette fois-ci, M. Anatole Koliné Makosso a sa réponse de ce qu'il voulait savoir. Alors, on va donc sur ça, M. Christian Perrin, je voulais réagir parce que je tiens beaucoup dans ce pays à un aspect important. C'est la justice sociale. C'est le traitement de façon égale de tous les Congolais. Je vous le dis pourquoi. Je vous le dis parce que je vais vous faire un rappel. Le 16 février 2016, Jean-Marie Michel Moukoko a annoncé dans la matinée sa candidature à l'élection présidentielle.
Et le soir, on a vu circuler sur tous les réseaux sociaux une vidéo, on ne savait pas d'où elle sortait, qui a été reprise par la télévision congolaise, qui a été un des éléments de la poursuite en justice de Jean-Marie Michel Moukoko. Alors, il est inadmissible, puisque vous parlez de ce cas. Je n'épingle pas, je veux que ce soit un traitement égal pour tous les cas. Je n'épingle pas le ministre de la Coopération, mais j'ai déjà dit également sur les antennes de RFI que lorsqu'il y a des dossiers sulfureux qui portent atteinte à l'intérêt général, il faut que la justice s'intéresse là-dessus. Là, nous citons déjà 2 cas. Là, nous citons déjà 2. Je vais citer un deuxième cas. Nous parlons de l'appartement de Miami, mais je venais de vous citer un autre cas. C'est que ce ministre a été cité dans les Panama Papers dans le cadre des Congolais, des 6 Congolais qui détiendraient 5 500 milliards. Pourquoi on ne s'auto-saisit pas de ce genre d'affaires lorsqu'il s'agit des problèmes d'intérêt général qui peuvent permettre, si les accusations sont fondées, d'avoir le moyen de faire rentrer de l'argent au trésor public pour résoudre les nombreux défis qui sont ceux du Congo. On a le sentiment qu'on est dans un pays où il y a une caste des gens qui sont protégés, qui peuvent se permettre tout. Et il y a une autre catégorie des gens, à la moindre, je crois que vous avez lu sur les réseaux sociaux, il y a une certaine chancelière Mulunda, une étudiante qui purge déjà plus d'une année oui, à la maison d'arrêt pour atteinte à la sûreté de l'État qui n'a jamais été présentée devant le juge. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et il faut que les gouvernants accordent de l'importance au respect des dispositions constitutionnelles. Monsieur Clément Mirassa, je vais revenir un peu sur les accords cadres, bien sûr, entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, notamment sur l'article 16. Lorsque j'ai lu cet article, après vous me direz ce que vous en pensez, c'est que c'est un accord à durée illimitée. L'article 16 de l'accord cadre dit, je lis, je vais donc lire pour nos téléspectateurs, le présent accord demeure en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par voie diplomatique à travers un préavis écrit à l'autre partie 1 an avant, et ce après 10 ans à partir de la date d'entrée en vigueur. Un accord suicidaire. C'est scandaleux. C'est suicidaire et c'est scandaleux. Je dirais même que c'est à la fois inacceptable et intolérable. Et je pense que nous sommes tous des Congolais et que le Congo est notre bien commun. On ne peut pas se permettre ça. Et je crois que nous le ferons savoir aux autorités. Et je crois que ces questions doivent être prises en priorité. Et j'aurais souhaité d'ailleurs, bien qu'on est dans une démarche qui conduira, semble-t-il, aux élections, je suis surpris que ni le Sénat, que ni le Parlement, ni l'Assemblée nationale n'organisent une séance de questions orales au gouvernement pour avoir non seulement des explications sur le contenu de ces documents et surtout sur le fait que le Sénat et le Parlement sont complètement exclus de cette démarche alors qu'il s'agit là d'une représentation nationale. C'est extrêmement grave. Alors, qu'entend faire l'opposition congolaise? Vous êtes-vous concerté avec les autres? Nous allons lancer c'est quand même la République, c'est le pays qui est en danger, là. C'est la République, nous avons commencé à prendre un certain nombre de contacts et le moment venu, on vous tiendra informé. Ok, venons donc à l'accord entre le Congo-Brazzaville et l'Italie qui venait donc aussi de signer un accord pour l'approvisionnement en gaz à partir du Congo-Brazzaville. En fait, l'Italie veut se départir un peu de la dépendance russe vu ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Alors, il se trouve que le Congo-Brazzaville a des gros soucis d'électricité. Je crois qu'il y a des centrales à gaz qui produisent de l'électricité, mais qui n'arrivent pas à couvrir le Congo correctement, les délestages tous les jours. Et là, c'est l'Italie qui vient donc sauter sur le gaz congolais. L'un des rares produits, sinon le seul produit pour lequel le Congo est grand exportateur, c'est le pétrole. C'est vrai qu'on a une raffinerie, mais une bonne partie exportée. Nous tenons compte également de ce qui se passe à travers le monde.
Nous suivons bien ce qui se passe entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les Européens qui se battent pour avoir une certaine indépendance, qu'ils ne soient pas aussi liés à la Russie. Je crois que du point de vue commercial, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça, en fait, qui nous empêche d'avoir l'électricité. Parce que depuis longtemps, avec Eni, beaucoup de choses ont été faites en termes de centrales à gaz. On a construit le barrage d'Emboulou, on a le barrage du Tour. On ne sait véritablement pas qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'ait pas, par exemple, l'électricité. Mais je crois, d'après les informations que j'ai, notre production en matière de gaz nous permet à la fois de faire face à des demandes extérieures, comme celle de l'Italie, et à satisfaire la demande intérieure. C'est un problème congolo-congolais. Si nous n'arrivons pas à régler le problème de l'électricité, ce n'est pas parce qu'on aura fourni l'électricité à l'Italie que nous serons en difficulté. Non. Je crois que le Congo, du point de vue de sa production gazière, est en mesure et de vendre son gaz à un pays comme l'Italie et d'avoir le gaz pour garantir l'électricité à tous les Congolais, mais ce n'est pas le cas. Et je crois qu'on a énormément d'autres problèmes. Je crois que vous avez même suivi un jeune qui a lancé une quête pour une marche pour solliciter ou demander la démission du directeur général de cette entreprise. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je crois que du point de vue, ce que nous tenons à noter, il faut que ces accords vendent à un prix juste et qu'il n'y ait pas de tergiversation, parce que souvent pour le pétrole, on apprend qu'il y a une décote qui fait que le Congo, qu'il y a des trafiquants au milieu, etc. Il faut que nous vendons notre produit à un juste prix, et si ça peut, et je crois, ça fait partie de nos revendications. Nous avons besoin d'argent. Où le trouver? Ben, on a la réponse à une question. Je crois que le gaz peut nous permettre de faire entrer cet argent. Pourvu qu'il y ait la gouvernance, pourvu qu'il soit géré et que les Congolais en tirent profit et non qu'une portion des Congolais empoche cet argent pour le placer dans les paradis fiscaux, pour le placer dans les lieux où on sait le développement des autres pays et non le développement du Congo. Alors, est-ce que cela peut être considéré comme un indice d'amélioration du climat des affaires au Congo-Brazzaville? Monsieur Christian Perrin, j'en souris. Et je reviens à la question que vous m'avez posée. Vous savez, quand on fait une comparaison entre le Congo et le Rwanda sur un certain nombre de choses, il y a beaucoup de similitudes. L'une des similitudes, c'est que dans les deux pays, il y a eu changement de la constitution de façon antidémocratique et anticonstitutionnelle. Et que les personnalités qui sont à la tête de ce pays sont là depuis plus de 15 ans, peut-être même 20 ans, je crois. Ensuite, lorsqu'on prend une autre similitude entre le Congo et le Rwanda, les deux pays sont classés pays à régime autoritaire, c'est-à-dire des dictatures. Leur indice de démocratie pour le Congo, ça se situe aux dernières nouvelles à 2,79 sur 10. Le Rwanda, c'est 3,10, c'est proche. Maintenant, quand on arrive au niveau du climat des affaires, le Congo est 180e sur 183 pays en ce qui concerne le climat des affaires, alors que le Rwanda est 38e sur 100. Donc, vous voyez qu'au niveau de la gouvernance, et c'est pour ça qu'il faut suivre ces accords de près, parce qu'au niveau de la gouvernance, nous avons un pays, bon, même s'il y a un débat au plan mondial qui fait apparaître qu'il semble qu'il y a un débat sur les chiffres, que les chiffres ont parfois été truqués, mais du point de vue des éléments qu'on a maintenant, du point de vue du climat des affaires, c'est tout comme un autre élément que les Congolais doivent savoir. Le Rwanda a un indice de perception de la corruption de 53 sur 100. Donc, ils sont au-dessus de la moyenne. Le Congo oscille entre 19 et 21%. L'un des pays les plus corrompus du monde, et le Congo fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique, alors que le Rwanda semble-t-il d'après. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans deux cas de figure, où il y a des indicateurs, il y a des chiffres sur lesquels nous devons prêter attention et pour lesquels nous devons avoir un certain suivi. Le Fonds monétaire international, FMI, a renoué
semble-t-il, les accords avec le Congo-Brazzaville. Et je crois que c'est d'ailleurs le mobile pour lequel le Premier ministre a effectué un déplacement pour New York. Est-ce que c'est pour autant dire que le Congo, finalement, est arrivé, cette fois-ci, à respecter la matrice des 48 mesures, ou bien cela porte sur un autre volet, bien sûr, des accords ou de négociations? Je dois vous avouer que contrairement au gouvernement Mwamba, qui était transparent, parce que dès que l'accord avait été signé en juillet 2019 avec le gouvernement congolais, Clément Mwamba avait mis à la disposition des Congolais le mémorandum des politiques économiques et financières et avait mis à notre disposition la matrice. Je suppose que c'est cette matrice qui est en cours parce qu'en fait, nous n'avons pas respecté nos engagements, surtout qu'elle était délimitée dans une période. Mais, M. Christian Pellet, il faut expliquer aux Congolais. Lorsque nous avons signé l'accord en 2019, l'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était qu'en 2022, le Congo sorte, ne serait-ce qu'au plan économique et financier, de la crise qu'il connaissait. Mais nous en sommes au point zéro. Donc, s'ils ont pu renégocier, je lis à travers les documents qui sont produits que la dette est devenue soutenable, mais qu'il faut faire attention à la volatilité des prix du pétrole. C'est pour ça que nous parlons éventuellement de veiller à prévenir un éventuel renversement de la situation. Nous avons signé un accord. Ce que les Congolais veulent, c'est sortir de cette grave crise multidimensionnelle. Maintenant, quand vous parlez, moi, j'ai quelques indicateurs qui me permettent de suivre la situation avec le Fonds monétaire. Et je tiens à ce que le Fonds monétaire également soit sensibilisé là-dessus. L'un des points qui me permet de voir s'il y a évolution et qui m'inquiète, c'est la lutte contre la corruption. Parce que, comme je vous ai dit, nous sommes parmi les pays les plus corrompus du monde. Nous sommes dans le top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Mais sur le terrain, absolument rien ne se passe. Le seul fait de la lutte anti-valeur qui est apparue ces derniers temps, c'est la levée de l'immunité du député Ghislain Coulibaly. Mais en termes de scandales économiques et financiers, je venais de vous en citer deux. Vous avez vous-même évoqué le problème des 14 000 milliards d'excédents budgétaires. On peut comme ça citer un certain nombre d'autres. Pourquoi nous tenons à ça? Parce qu'il ne faut pas que les gouvernants congolais pensent toujours résoudre les problèmes du Congo à travers la hausse du prix du baril du pétrole. Ça veut dire que nous sommes trop dépendants et nous n'avons pas pu mettre en place une économie diversifiée. Nous faisons beaucoup de déclarations. On parle du PNB, on parle des zones économiques spéciales. Mais si c'est pour aller dans le sens de ce qui se fait à Maluku, c'est-à-dire que vous démarrez un projet et puis après vous allez chercher soit Cristal Venture, soit une autre structure de ce genre, je ne serai pas du tout d'accord. Parce que je pense qu'au-delà de la relation qu'avec le Fonds monétaire, il faut que les gouvernants congolais aillent vers une économie qui ait la maîtrise de son dynamisme, qui ait la maîtrise des centres de décision, ce que nous n'avons pas. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en situation flottante. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce que le baril a monté, mais demain, ils ne viennent pas communiquer avec les populations. Ils ne viennent pas dire, parce que ce qu'on ne dit pas, Monsieur Christian Pellet, le ministre du pétrole, Monsieur Jean-Richard Brunet, a annoncé qu'à partir de mars, la production allait monter à près de 400 000 barils par jour. Je crois qu'ils ont tenu un comité de gestion de fixation des prix du pétrole. Il y a quelque temps, il semble que le souhait qui a été émis, c'est que cette production monte à 430 barils par jour. Vous voyez bien qu'au budget, nous avons retenu une hypothèse du prix du baril du pétrole à $64. Et aujourd'hui, à certains moments, il a pratiquement atteint les 139, $140, même si aujourd'hui, on est légèrement en baisse de $100. Mais même si on est légèrement en baisse de $100 par rapport à $64, nous sommes largement au-dessus. Et le dollar aujourd'hui, nous l'avons retenu au budget à 550, mais le dollar aujourd'hui est évalué à près de 600 francs CFA. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de facteurs qui convergent vers ce que nous ayons véritablement une masse d'argent qui permette de régler les nombreux défis qu'on a. Mais il faut qu'il communique parce qu'il ne faut pas que cet argent aille encore entre les mains
que quelques privilégiés qui, occupant les positions, etc., vont devenir archi-milliardaires alors que la grande majorité des Congolais copient. Donc, je dis oui, mais la communication, monsieur Clément Mirassa, la communication sur cet argent, il y a ce gap, c'est-à-dire le pétrole est vendu à pratiquement le double de ce qu'on avait adopté pour conclure le budget congolais de 2022. La question a été posée évidemment à Anatole Koliné-Makosso, de passage à Paris, je l'ai rappelé d'entre deux jeux, par, je crois, Christophe Boisbouvier, RFI. Alors, à ce niveau-là, monsieur le ministre congolais, le premier ministre congolais, Anatole Koliné-Makosso, a fait savoir que ce gap, c'est-à-dire le surplus d'argent que le Congo est en train d'engranger avec son pétrole, servira au paiement des dettes. Je pense que le Congo n'a pas que des problèmes de dette. Encore, si j'interprète d'une certaine manière, la dette dont il parle, c'est y compris la dette intérieure, c'est-à-dire la dette sociale auprès des retraités, la dette auprès des étudiants, la dette auprès des opérateurs économiques. Et sur ce volet, notamment s'agissant des opérateurs économiques, je pense qu'il faut accorder une importance, une priorité à ce que l'on paye cette dette des opérateurs économiques parce qu'elle doit être à la base d'une certaine relance économique et permettre à ces opérateurs qui, pour certains, ont mis la clé sous le paillasson de redémarrer. Mais il n'y a pas que la dette. Je vous prends un problème qui nous met souvent en opposition et on va certainement y revenir. Le recensement général de la population, c'est pas une opération importante. Il semble que la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes tient à ce que nous ayons également un fichier électoral fiable, que nous ayons la maîtrise du corps électoral. Qu'est-ce qu'on nous a rabâché depuis des années? On n'arrive pas à aller à la biométrie parce qu'on attend la réalisation du recensement. Sous le confinement, il y avait des opérations qui étaient lancées, etc. Je crois que c'est un aspect important. Un autre aspect non moins important, M. Christian Perret, regardez les érosions au niveau de Brazzaville. C'est un scandale. Regardez les cris de cœur de ces Congolais. Regardez tous ceux qui ont perdu les maisons. On dira certainement qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent justifier ça, mais il faut accorder une importance capitale. Aujourd'hui, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a un ambassadeur qui retient certainement le paiement d'un trimestre de bourse, etc. Mais de quelle bourse? On parle du 3e et du 4e trimestre 2018 et du premier trimestre 2019. Monsieur Perrin, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2022. Et c'est maintenant que nous parlons du paiement de la bourse des étudiants du premier trimestre 2019. C'est scandaleux. Et l'avenir de ce pays, c'est entre les mains de la jeunesse. Maintenant, au-delà de ça, M. Christian Perrin, il y a ce qui tient à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. M. Christian Perrin, là où je suis, en plein Mongali, à Brazzaville, ça fait 6 mois que je n'ai pas d'eau. Ça fait 6 mois. 6 mois. 6 mois que je n'ai pas d'eau. Mais comment vous faites alors? Je dirais comme à l'époque du président Mobutu, on parlait de l'article 15, c'est-à-dire la débrouillardise, puisqu'on n'est pas capable de nous présenter le produit tel qu'on le veut, etc. On finit pour essayer de survivre, de mener un certain nombre de démarches. Mais ça fait autant de mois que nous n'avons pas d'eau. Quant à l'électricité, regardez, comment vous allez soutenir la croissance de l'économie si vous n'êtes pas capable de donner aux Congolais les facteurs qui permettent justement de réaliser cette croissance. Puisqu'il parle aussi de l'industrialisation du Congo, comment faire une industrialisation sans électricité? Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous prendrai par exemple cette affaire qui a été faite avec le Premier ministre et le ministre Pierre Oba, les voies ferrées qui vont transporter le fer. Et moi, j'ai été immédiatement préoccupé par cette question. Lorsque quelques jours après, le président Doumbouya, le président de la transition guinéenne, a marqué une volonté ferme au niveau de la Guinée d'exiger des opérateurs économiques qu'ils construisent. De transformer, sur place.
Pourquoi le Congo n'est pas en mesure de profiter? Bon, c'est vrai, on parle de diversification, etc. Pourquoi nous ne sommes pas en mesure de négocier et de tout mettre en œuvre pour que nos matières premières puissent être transformées sur les territoires congolais pour que nous avancions. Donc, Alors, monsieur Birassa, revenons d'abord sur le cas des retraités, parce que nous avons appris que finalement, leur pension a été régularisée. On est en train de vous payer vos pensions. Mais est-ce que ce sont les dettes qu'on paye ou bien c'est une régularisation, c'est-à-dire un paiement normal des pensions? Parce que là, Anatole Coliné Makosso a fait savoir que l'argent, donc le gap, l'argent du pétrole, sur l'argent du pétrole servira à payer les dettes. Est-ce que ce sont les dettes qu'on est en train de vous payer ou bien c'est une régularisation, c'est-à-dire un paiement normal après, voilà, comme cela se devrait? Tel que je comprends notre problème des retraités, il se pose sous l'angle de plusieurs volets. Le premier volet, c'est celui du paiement régulier de la retraite. Et oui, après les mouvements des syndicats, je les félicite, je les encourage, des retraités, nous avions obtenu que dans le budget 2022, que la retraite soit payée régulièrement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas accumulation d'arriérés. Et aujourd'hui, c'est respecté parce que j'ai touché ma pension du mois de janvier, j'ai touché ma pension du mois de février, j'ai touché ma pension du mois de mars. J'espère que je vais toucher celle du mois d'avril. Il faut prier que ça ne s'arrête pas. Je prie que ça ne s'arrête pas, mais ça ne devrait pas s'arrêter puisque je vous ai dit que les indicateurs étaient largement favorables. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, nous avons entre 38 et 40 mois d'arriérés. Et ça, à une époque donnée, il y a l'UDIR, un des syndicats des retraités, qui avait fait le calcul et qui a que pour apurer toute cette masse, il fallait à l'époque, mais ça fait quelque temps, il faut réajuster les chiffres, il fallait près de 332 milliards de francs CFA. Et je crois. Maintenant, l'autre problème, et je suppose que lorsque le Premier ministre Coliné Makosso parle de la régularisation des retraités, il pense également à ça, c'est un problème extrêmement important, c'est l'harmonisation du point d'indice. C'est-à-dire que nous autres qui sommes partis en retraite à une époque donnée, notre pension est calculée sur la base d'un indice à 160, alors que les autres ont pu bénéficier d'un indice à 300. Ce que nous cherchons, c'est l'harmonisation. Donc, le règlement des arriérés des retraités, tel que je le comprends, doit être vu en termes non seulement de règlement des 38 ou 40 mois des arriérés, mais encore qu'il y a des arriérés et des arrérages. Il y a des gens qui n'ont pratiquement rien touché pendant 10 ans, pendant 15 ans. Donc, il faut refaire tous ces calculs. Et l'autre aspect, c'est d'aller à l'harmonisation du point d'indice et faire en sorte que la pension soit calculée. Donc, vous voyez qu'avec les retraités, l'aspect de la dette sociale doit être bien vu, doit être bien calculé, et c'est ça qui nous permettra d'avancer. Bon, Monsieur Coliné Makosso a dit qu'au fur et à mesure de l'amélioration des conditions, on verra comment apurer les arriérés. Non, il y a l'argent. Vous voyez bien le train de vie de l'État. Vous voyez bien qu'il n'y a jamais eu de réduction des trains de vie. Nous avons proposé à un moment donné qu'on touche au salaire des gouvernants, des ministres, du Premier ministre, des députés, parce que ce n'était pas les mettre dans une situation où ils n'auraient pas les moyens de bien vivre. Mais on n'est jamais arrivé là. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, il faut qu'on aille véritablement à une véritable réduction du train de vie de l'État. Et je pense qu'il faut, M. Christian Perrin, avoir une pensée particulière pour nos étudiants. Et cette situation doit être régulée, qu'on prenne au moins la décision de dire que la bourse doit se payer maintenant régulièrement, comme on le fait, et qu'on trouve un accord pour régler ces arriérés. Répondons à la question sur les prisonniers politiques. Au micro, bien sûr, de Christophe Boisbouvier, Anatole Coliné Makosso a insisté qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo. Ce sont des prisonniers de droit commun selon Anatole Coliné Makosso. Et la question a été posée expressement sur le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko et du député André Okombi Salissa. Donc,
tout cela malgré, bien entendu, la décision du groupe de travail de l'ONU, des experts de l'ONU, et de l'appel aussi de Paris qui avait demandé Le Drian qui disait attendre les actes de la part de Denis Sassou Nguesso. Alors, pour M. Anatole Koliné-Makosso, comme je l'ai dit, il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Et il a insisté, ce sont des prisonniers de droit commun. Pour la Fédération de l'opposition congolaise, il s'agit de deux leaders charismatiques. Non, je crois que déjà, je tiens à rappeler, en septembre 2021, toujours à Paris, quand M. Koliné-Makosso est passé, lorsqu'on avait évoqué le problème sous l'angle d'une amnistie, il avait réagi en disant qu'il y avait quand même besoin de contrition. Et la réaction était qu'il ne pouvait pas avoir de contrition parce que ces deux leaders ne se reprochaient absolument rien. Cette fois-ci, on renvoie l'affaire au niveau du juge, etc. Non. Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa sont des prisonniers politiques. Je crois qu'à un moment donné, l'un de ses avocats avait réagi à cela en disant, je ne suis pas un juriste, mais en disant de façon simple ce que je vais essayer de reprendre, à savoir, à partir du moment où le chef d'accusation pour lequel ils ont été emprisonnés est politique, ben, ils ne peuvent qu'être que des prisonniers politiques. Mais nous sentons également la situation d'ambiguïté dans laquelle le gouvernement congolais se retrouve. Je vais vous faire un petit rappel, M. Ferrer. Le président Joe Biden, le président américain, a organisé un sommet virtuel sur la démocratie en décembre 2021. Et au cours de ce sommet, le secrétaire d'État américain a lancé un appel à tous les pays du monde entier, pour qu'ils se rassemblent et qu'ils travaillent pour libérer les prisonniers politiques où qu'ils se trouvent. Donc, vous voyez, en fait, le gouvernement congolais se retrouve comme avec un problème d'interprétation parce que vis-à-vis de la communauté internationale, dire, vous pourrez reconnaître que ce sont des prisonniers politiques, ça leur pose un certain nombre de problèmes. Mais nous vous disons clairement que André Okombi-Salissa et Jean-Marie Michel Moukoko, il y en a bien d'autres, sont bel et bien des prisonniers politiques. Et ce qui nous fait souffrir au Congo, c'est comme un traitement à double vitesse. Vous savez, vous avez suivi dans la démarche de ces élections de 2016, vous avez suivi ce qui s'est passé dans les quartiers sud de Brazzaville. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans le Poul qui a donné lieu à un bilan extrêmement lourd, que ce soit en termes de morts d'hommes, que ce soit en termes de déplacés, etc., tout ça. Et à l'époque, j'ai suivi les déclarations des membres du gouvernement congolais qui disaient qu'ils ne pouvaient pas du tout rencontrer monsieur le pasteur Ntoumi parce qu'ils le considéraient comme un terroriste et qu'ils avaient lancé un mandat d'arrêt international. Et qu'on ne négociait pas avec les terroristes. Oui, évidemment, on a entendu dire ça. Avec les terroristes. Qu'est-ce qui s'est passé après? En dépit du bilan lourd que tout le monde connaît dans le... Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais on est parti vers un accord de paix, privilégiant l'aspect de paix sur toute l'étendue du territoire national, et le gouvernement congolais a renoncé aux poursuites contre le pasteur Ntoumi et a pris les décisions. J'ai même vu sur les réseaux sociaux que je ne sais pas si c'est fondé, que le pasteur Ntoumi pourrait être candidat aux élections législatives. Alors, et ensuite, M. Perrin, jeté un regard à travers le monde. Ce retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un symbole de force. Les mesures qui ont été prises en Côte d'Ivoire, qui ont été prises dans un certain nombre de pays, comme le Mali, le Bénin et autres, pourquoi le Congo veut faire exception? Pourquoi le Congo veut faire exception? 6 ans d'emprisonnement. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier cette attitude d'Anatole Koliné-Makosso? Je pense que c'est une position du gouvernement et que le gouvernement a choisi de la défendre. Mais c'est dommage parce que on ne respecte pas l'article 15 de la Constitution qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il y a une manière disproportionnelle de résoudre le problème. On a résolu pour le problème le pasteur Ntoumi, mais on ne veut pas résoudre le problème pour Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa. Et vous voyez bien que ce qui touche les Congolais, au-delà de tout ce qui s'est dit, mais tout le monde a suivi l'avis donné par le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées. Les Nations Unies, il s'agit des juristes.
Donc, à ce niveau, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une quelconque corruption et qui ont bien demandé la libération immédiate et le dédommagement. Ça veut dire que en termes de droit, il y a plusieurs interprétations et je regrette l'interprétation que le gouvernement congolais donne, mais en dépit de tout, je suis convaincu que nous devons arriver. Parce que si vous permettez, on va y arriver puisque M. Koliné Makosso a balayé d'un revers, j'espère qu'on va aborder le dialogue national inclusif. Et nous y sommes évidemment, puisque vous abordez déjà la question, donc c'est par là que nous allons terminer. On parle donc du dialogue, la concertation politique de Ouando. On lui a posé la question de savoir si la concertation s'est bien passée. Il a dit oui, mais bon, il n'y a pas eu les opposants, c'est-à-dire les opposants comme Mathias Nzon et vous-même d'ailleurs. Et à ce niveau-là, pour Monsieur Anatole Koliné Makosso, en fait, c'est une opposition, c'est en fait une chimère, vous n'existez pas. Bon, je crois que j'en rigole un peu, Monsieur Christian Ferrer, mais je souhaite laisser ce débat entre Monsieur Koliné Makosso et ses ministres. Je vous l'ai dit pourquoi. J'ai ici un document, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, c'est lisible. Ouais. Calendrier des entretiens, bien sûr, ça, oui. Bon, quand vous tournez... Si vous pouvez nous lire tout le titre, ce serait mieux pour l'intérêt de nos téléspectateurs. C'est le calendrier, oui, juste le... Calendrier des entretiens entre le ministre et la classe politique, société civile, prélude à la concertation politique d'Ouando. Est-ce que vos partis étaient conviés? J'en viens. Et je tourne la page, je vous montre ici, j'ai mis en blanc. Vous avez l'Union patriotique pour le renouveau national UPRN de Mathias Nzon. Donc, il est faux de dire que le parti de Mathias Nzon n'est pas en conformité avec la loi et qu'il ne devrait pas être à Ouando. Est-ce qu'on peut penser que cela a échappé à M. Anatole Koliné Makosso? Ou il a fait exprès de... C'est à lui de voir ça avec ce gouvernement. C'est son ministre qui a appliqué ce document. Vous voyez en bas, Congrès africain pour le progrès CAP de Jean Itadi. Et quand je prends ici, vous avez la renaissance de Jean-Paul Debouty. Nous n'y figurons pas. Donc, c'est déjà faux de dire que tous les partis de l'opposition étaient présents à Ouando. Ils ont pris un texte parce que la concertation de Ouando ne s'est basée sur aucun texte juridique. Et je peux dire que c'est regrettable pour le gouvernement parce que le texte sur lequel ils se sont appuyés, c'est un arrêté numéro 13205 MID-CAB portant publication de la liste des partis politiques pour l'année 2020. Il n'y a jamais eu un arrêté pour l'année 2021. Il n'y a jamais eu un arrêté pour l'année 2022. Et déjà, avant de faire mon commentaire, je vois là-dedans un parti comme le parti Paradis d'Anatole Libongo qui figure, mais qui n'a plus été présent à Ouando. Donc, vous voyez bien que même du point de vue de l'interprétation des textes, c'est pas là. Maintenant, s'agissant de nous avons un débat, mais je ne rentre pas dans le fond de ce débat. Je vais juste vous donner une information. Le 1er mars 2022, à la demande du ministre de l'administration du territoire, nous avons eu, quand je dis nous, c'est fédération. J'ai conduit une délégation de 6 personnalités de la Fédération de l'opposition congolaise qui a échangé avec le ministre de l'administration du territoire. Et au cours de cette rencontre, le ministre de l'administration du territoire nous a proposé 6 places, nous invitant à prendre part à la concertation de Ouando. Qu'est-ce que ça signifie, M. Christian Perrin? Nous ne sommes pas connus. Voilà pourquoi j'étais en train de vous poser la question. Est-ce que cela peut être un défaut de communication dans le gouvernement où, enfin, le Premier ministre n'est pas informé de tout ce qui se passe? Non, ça veut dire que le 1er mai, nous étions considérés comme conformes. Et comme nous avons décliné cette offre en disant clairement que c'était une mascarade,
Non, je crois qu'on ne traite pas les problèmes de l'État comme ça. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il est faux que le Premier ministre Colline Makosso dise que tous les partis de l'opposition étaient à Ouando. La Renaissance de Jean-Paul Buti a publié un communiqué et a bien dit qu'ils ne prenaient pas part à la concertation de Ouando. Et ils ont pensé qu'il fallait, pour la libération des prisonniers politiques, puis aller vers un dialogue national inclusif. Le parti de Mathias Nzon a rejeté cette proposition. Quand Jean Itadi a été plus cinglant, il a dit le CAP n'ira pas à la promenade de Ouando. Donc, les choses sont claires, il faut qu'elles soient. Mais il est faux que le Premier ministre, et je vous ai parlé du parti Paradis, il est faux que le Premier ministre dise que tous les partis. Maintenant, j'en viens. Alors donc finalement, Anatole Colline Makosso a menti, c'est cela, ce qu'on peut retenir. Je laisse l'opinion juger. Maintenant, je viens à quelque chose de plus important, monsieur Christian, avant de parler du dialogue. C'est cette affaire de conformité à la loi. Et il est inacceptable que des gouvernants qui ne sont pas en conformité avec la loi puissent profiter de leur position de gouvernant pour stigmatiser un certain nombre de personnalités, un certain nombre de partis, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont pas en conformité avec la loi. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit parce que je ne cesserai pas d'en parler. Monsieur Christian Ferret, je vous ai déjà dit que le président de la République est en situation d'incompatibilité constitutionnelle. Il est président du Parti congolais du travail, en violation de l'article, de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité dans un parti politique. J'ajoute, s'agissant du président de la République, j'ai déjà dit ça ici également à votre occasion, vous savez, vous pouvez le vérifier, depuis 2002, le président de la République n'a pas déclaré son patrimoine. Depuis 2002. Donc, depuis 20 ans, monsieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République viole l'article 50 qui dit que tous les Congolais ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République. Mais c'est plus intéressant de se référer à l'article 77 parce que c'est l'article par lequel il a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et ensuite, j'en arrive. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et quand vous prenez la loi relative aux partis politiques du Congo, l'article 26 dit que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et ce n'est pas le cas. Parce que lors du congrès du Parti congolais du travail de décembre 2019, les 2588 congressistes ont reconduit le président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'article 80 de la Constitution et en violation de l'article 26 sur la loi sur les partis. Et quand on regarde, puisque M. Colline Makosso, lorsqu'il a présenté son programme, il mettait l'accent sur deux aspects particuliers, le respect de l'autorité de l'État, le respect de l'État de droit. Et si on parle du respect de l'État de droit, le gouvernement doit sanctionner le Parti congolais du travail par rapport à l'article 31 de la loi sur les partis qui dit qu'en cas de violation, le ministre de la Constitution par un parti, le ministre de l'administration du territoire. Ce que je vous dis, c'est des éléments sur la base des articles qui sont vérifiables. Maintenant, sur cet aspect, je terminerai. Monsieur Anatole Colline Makosso, Premier ministre, Monsieur Pierre Ngolo, président du Sénat, Monsieur Isidore Mbouba, président de l'Assemblée. Je ne prends que ces trois-là ne sont pas en conformité avec la loi parce qu'ils ont fait partie des 2588 congressistes qui ont violé la Constitution et ensuite, ils ne sont pas en conformité avec la loi parce que leurs déclarations de patrimoine ne sont pas conformes à la loi. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on parle de conformité, et c'est ça,
Et quand je dis que le Parti congolais du Donc, ce travail… que je semble comprendre, c'est que le Congo est entre les mains des hors-la-loi, c'est ça. C'est vous qui faites ce commentaire. En tout Maintenant, cas, c'est ma déduction, oui. ce que je veux dire, c'est que lorsque le Premier ministre Colline Makosso dit que Nyerassa, Nzon, etc., ne pouvaient pas être à Owando parce que leurs partis ne sont pas conformes à la loi, mais faisons la déduction. Le Parti congolais du travail n'étant pas conforme à la loi, devait-il être à Owando? Je dis non. Mais ce sont eux qui ont pris toutes les places du présidium. Ce sont eux qui étaient majoritaires. Donc, on fait tout pour privilégier le droit de la force et non la force du droit. Et c'est ça qui fait que nous avons cette différence parce que nous privilégions la force du droit et nous ne voulons pas suivre. Et j'ajouterai à ça, j'espère que M. Colline Makosso va y réfléchir. Le président Denis Sassou Nguesso a dit dans son message sur l'état de la nation 2020 que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter, et c'est lui qui le dit, le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Je suis en train de vous faire la démonstration que les gouvernants congolais et le Congo est aujourd'hui a fait le choix hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnel. Maintenant, parlant du dialogue entre M. Christian Perrin. C'est ne pas Évidemment, connaître. D'abord, qu'est-ce qu'il en ressort d'ailleurs? Est-ce qu'il y a eu des avancées sur la biométrie, la transparence dans l'organisation des élections? Qu'est-ce qu'il en ressort exactement? Nous avons fait une déclaration avec le collectif de Mathias Nzon, avec Jean Itadi, tout ça, pour dire que ça a été une infâme tromperie, une escroquerie politique. Déjà, vous voyez que sur la base, lorsqu'on se rend compte que vous avez voulu faire croire à l'opinion nationale et internationale que vous êtes en conformité avec la loi et que vous ne l'êtes pas. En français, ça s'appelle comment, M. Christian Perrin? C'est ou la tricherie ou la fraude. Et si la fraude commence déjà dès Owando, que pensez-vous quelle sera la situation sur le terrain? Et je rappelle, c'est vous qui avez, c'était l'Air TV qui a publié ça. Vous avez publié un bon passage de Walembo qui a dit de façon claire qu'il faut que le gouvernement arrête de nommer les députés. C'est vous qui avez rapporté cette information. Tout à fait, oui. Et j'étais heureux de lire ça. Alors, vous me parlez de biométrie. J'ai écouté le Premier ministre dire, mais le point d'achoppement entre l'opposition conduite par Pascal Tsatima Biala avec Claudine Minari, Guy-Brice Parfait-Kolela, Amadimou, le point d'achoppement, c'était quoi? Ils ont dit qu'il n'y avait pas consensus sur 3 points essentiels. La maîtrise du corps électoral, c'est-à-dire la fiabilité des listes, l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante et le plafonnement des dépenses. Et ils avaient appelé à un arbitrage du président de la République. Mais cet arbitrage qui a été fait en Conseil des ministres a donné quoi? Mais le président de la République a donné raison à ceux de son camp. C'est ça le danger d'être à la fois président de la République et président d'un parti. Il a donné raison. On peut penser à un côté un peu partial. Mais en réalité, Tsatima Biala, je l'évoque. Pourquoi? Parce que depuis décembre 2019, il avait attiré l'attention des gouvernants. Et il avait eu une proposition qui avait même fait grand bruit. Il vous souviendra qu'il avait proposé que l'on diffère la date de l'élection présidentielle pour mettre à flot et régler un certain nombre de problèmes liés à la gouvernance électorale, parmi lesquels la maîtrise du corps électoral, et rien n'a été fait. Alors, quand j'entends le Premier ministre dire, et j'en ai été très, très triste, M. Christian Perrin, j'entends le Premier ministre dire qu'on a repoussé la biométrie en 2026. M. Christian Perrin, on a parlé pour la première fois de la biométrie dans ce pays en quelle année? En 2013, lors de la concertation de Doulizy. Ils se sont retrouvés à la concertation de Sibiti. On a repoussé. Ils se sont retrouvés à la concertation de Wesso en 2017. On a repoussé. Ils se sont retrouvés à Madingo en 2017. On a repoussé. Et ils viennent pour dire que les préalables ne sont pas résolus. Et en 10 ans, ce gouvernement n'a pas été capable de lever les préalables qui peuvent permettre qu'on mette en place des cartes biométriques. Vous trouvez que c'est sérieux? Non, c'est pour ça que nous nous disons,
qu'il y a un manque de volonté politique manifeste d'aller vers des élections libres, démocratiques, transparentes et crédibles, et que tout ce qui s'est fait, Brazzaville, au Rwanda, etc., c'est pour divertir l'opinion nationale et internationale. En réalité, en reprenant ce que j'aime rappeler, la déclaration du président Laurent Gbagbo, la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Je vais conclure quoi. Et je vous ai dit tantôt que du point de vue de l'indice de la démocratie, le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Assumons-le et voyons comment assurer. Donc voilà un peu les éclaircissements que je tenais à donner sur cette question. Maintenant, si vous me permettez de parler du dialogue. Oui, évidemment, vous avez quelques secondes pour cela, et puis ça sera évidemment la fin aussi. Si je peux me permettre de parler du dialogue national, Monsieur Christian Ferré, ce que j'ai entendu du Premier ministre, c'est scandaleux. Prenez la Constitution, prenez les articles 227 et 228 de la Constitution. Ils disent de quoi? Il est institué un Conseil national de dialogue. Et je vous rappelle qu'en août 2018, M. Martin Berry a été nommé secrétaire permanent de ce dialogue. Mais au fait, où est-il passé? On ne le voit plus là. Mais il a disparu. Il a disparu. Et figurez-vous que depuis toute cette période, le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Et en septembre 2019, je tiens à vous le rappeler, M. Martin Berry, en tant que secrétaire permanent, a lancé ce qu'il a appelé le processus constitutionnel du dialogue national sans exclusion, qui avait plusieurs phases, je crois près de 5 phases. La première devait courir d'octobre jusqu'à décembre 2019. Et la suite devait se dérouler. Depuis décembre 2019, on n'a plus entendu parler de M. Martin Berry. Et il faut que M. Collier Makosso sache qu'à l'époque où M. Martin Berry a commencé à parler de cette époque, les Nations Unies, sous le parrainage de M. Clément Mwamba, ont apporté leur soutien à la démarche de la tenue d'un dialogue national inclusif. Par ailleurs, les évêques, à travers un message qui peut être trouvé n'importe où, mais il y a eu le premier message en 2016, le deuxième message en 2018. Ils ont lancé un appel à la tenue d'un dialogue ouvert à tous. Maintenant, M. Christian Ferré, c'est peut-être là que je vais terminer. Le président de la République est en situation délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat ne sont pas en conformité avec la loi. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Déjà, la première conclusion, les prochaines élections se feront dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, comment on va avancer? Est-ce qu'il est normal que les gouvernants qui ont la mission de respecter les lois et règlements de la République soient les premiers à les violer et à faire croire au peuple congolais qu'ils sont en conformité avec la loi alors qu'ils sont en pleine situation difficile. Et ils devraient être suffisamment humbles, ne pas parler avec arrogance, ne pas donner l'impression qu'ils ont la maîtrise d'un certain nombre de choses. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais veulent de la paix. Et probablement parce qu'ils sont conscients que vous ne ferez rien et que, bon, probablement que l'opposition congolaise ne pèse pas, voilà qu'ils se permettent un peu… nous ne pèsons pas. Je dis probablement, parce que, évidemment, ce sont des attitudes qui ne se justifient pas. En dehors des hommes qui se croient tout forts et en face d'eux, il n'y a que des faibles. Voilà pourquoi ils se permettent un certain nombre de choses. Parce que s'ils étaient en face des personnes ou d'une opposition aussi efficace et puissante, je crois qu'il y aurait quand même quelques égards, il y aurait un respect. Je prends acte de ce que vous dites, monsieur Christian Ferré, mais je dirais tout simplement, et c'est peut-être là que je vais conclure. Notre position ne va pas varier. Notre position ne va pas varier. Nous pensons que ce pays
que les gouvernants veulent le reconnaître ou pas, est dans une grave crise politique. Dans une grave crise politique. Et que pour nous, c'est une question de sursaut national. C'est une question d'amour patriotique. Pour en sortir, ne serait-ce que sur le plan politique, il faut aller vers l'apaisement, la décrispation, par l'apaisement, par la libération de tous les prisonniers politiques, par le retour au pays de tous les exilés. Et ensuite, par la tenue d'un dialogue national inclusif qui sera ouvert à tous et qui traitera, y compris de la question politique, de la question économique et financière, de la question sociale, de la crise des valeurs, de toutes ces questions pour que nous en sortons. Et je vais terminer, M. Christian Ferret, là-dessus. Le mois de mars a été difficile pour nous. Ça a été difficile pour nous parce que nous n'assumons pas notre histoire. Et je suis de ceux qui ont été perturbés, terriblement perturbés, d'écouter, parce que je ne suis pas hypocrite, je préfère dire ce que je ressens, d'écouter sur les réseaux sociaux des vidéos qui faisaient apparaître que 45 ans après le 18 mars, on se posait encore la question de savoir qui a assassiné le président Marine Wade. Et je crois que cette question, rien qu'à elle seule, doit faire réfléchir, non pas seulement les acteurs politiques, mais tous les Congolais. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur Clément Mirassa d'avoir répondu à nos questions, surtout d'avoir disposé ce temps pour nous et pour nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération de l'opposition congolaise. Vous réagissez là sur l'actualité brûlante du Congo-Brazzaville. À vous, chers téléspectateurs aussi, merci de nous avoir suivis, likez, partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.